Armand, Bonjour, merci de nous recevoir dans ton atelier. merci d'être là. On se retrouve donc chez Sartori Billard, chez Armand Billard. Là pour le coup aujourd'hui on n'a pas fait trop de kilomètres. C'est proche. Petite demi-heure de route, on est voisins, et pour le coup c'est une chance. Ouais. Chance d'avoir une marque Swiss-made horlogère qualitative qui est juste à côté de chez moi, donc je suis ravi de pouvoir venir te rencontrer et puis de faire un peu la présentation à tout le monde pour ceux qui ne connaîtraient pas ta marque. Avec plaisir. Et en plus, on est vraiment au cœur de la marque. Vous êtes dans l'atelier. On est dans l'atelier, tu es autodidacte en plus, ouais. C'est ça? Pas de formation horlogère. Chez moi, dans l'atelier, la maison est au-dessus, l'atelier est là. Et on a pris 2-3 cafés et ça y est, on est prêt pour, on est prêt pour l'enregistrement. Ce que je te propose déjà dans un premier temps, c'est un petit peu de nous parler de Sartori Billard, de nous expliquer un peu la marque, la création en 2015, enfin donner un petit peu de contexte aux personnes qui ne connaîtraient pas finalement ton entreprise. Et puis voilà, je te laisse nous parler un petit peu de ce que tu as créé finalement. Donc, je m'appelle Armand Billard, j'ai créé donc, cette marque, comme dit Julien, qui s'appelle Sartori Billard. Donc le pitch, si on peut dire, ou le cœur en fait, du métier d'horloger que je fais au quotidien, c'est les montres sur mesure. Donc il n'y a pas de catalogue dans le sens où vous n'avez pas un répertoire exhaustif de toutes les possibilités de montres, tous les cadrans, tous les décors possibles sur la montre. Il y a 4 modèles actuellement au catalogue. En fonction de la taille, en fonction est-ce que vous voulez une montre automatique avec une petite seconde, ou une montre manuelle, etc. Et dans ce choix en fait, de modèles existants, qui s'appelle SB04, 5, 6, 7, etc., la possibilité de custom va toucher tous les éléments constitutifs de la montre, c'est-à-dire le cadran, le type de numéro qu'on va pouvoir y appliquer, les couleurs, bien entendu, parce que je suis un passionné de couleurs et j'échange énormément de ça avec les clients. Ça se voit sur Instagram, je vous les mettrai en description, allez voir l'Instagram, il y a une pléthore de cadrans, et sur le site. Et sur le site il y a aussi, le portfolio, on reprend tout. C'est assez impressionnant. La personnalisation sur la toute la personnalisation, et puis après, moi j'aime beaucoup travailler avec les matériaux, donc il y a énormément de pierres qui sont utilisées pour faire les cadrans. L'aventurine, le lapis lazuli, la malachite, des choses comme ça, l'œil de tigre, et également tous les guillochets. Donc voilà, ça fait énormément de choix possibles. Mais chaque client qui vient et qui souhaite acquérir une Sartori Billard va passer à travers un process design que je vais organiser pour lui. Donc je vais lui tenir la main, il n'est pas lâché dans le vide à devoir créer lui-même une pièce. Parfois c'est assez compliqué et un petit peu submergent de voir tous les possibles. Mais en discutant avec le client, il va me dire, moi par exemple, je suis un passionné de l'espace. Donc je sais déjà qu'on va plus pouvoir travailler plus ou moins autour de ça. Ou alors, moi je viens de tel pays, je veux m'évoquer telle couleur. Ou moi je veux vraiment une pièce uniquement avec cette pierre-là, parce qu'elle est très importante pour moi, pour sa signification, son style, etc. Donc je prends par la main le client, on dessine la pièce ensemble, on la design. Quand le design est fait, le client confirme le projet en donnant un acompte. Avec cet acompte, je vais acheter tous les éléments constitutifs de la montre et on va la fabriquer. Alors, ce qui est important de préciser, parce que bien sûr, on a échangé avec Armand en amont, c'est que tout est fait en Suisse ou en France. Donc, il n'y a pas finalement d'externalisation sur tout ce qui est continent asiatique. Non. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. On a vu aussi les cadrans, on va vous mettre des photos, des vidéos en aparté, mais l'aventurine, c'est une vraie aventurine. Les cadrans faits main, peints à la main, enfin, c'est impressionnant. Enfin, tu es vraiment sur de la spécialisation, de la montre, j'ai envie de dire, personnalisable à souhait, mais en plus hyper qualitative. En fait, le niveau d'exigence que je mets à travers les pièces et pour mes clients, qui sont tous des collectionneurs d'assez haut vol, on va dire. Généralement, quand vous allez chez les indépendants, et tu en as couvert déjà plusieurs, c'est que tu as fait ton parcours en tant que collectionneur horloger à travers les grandes marques. Et à un moment, une fois que tu es passé par IWC, Rolex, Patek ou toutes les autres, enfin celles qui vont t'intéresser, il y a toute une facette de l'horlogerie qui est passionnante, qui est le monde des indépendants. Tu as envie du petit plus que tu n'as pas chez ces grandes marques-là. C'est la relation humaine, c'est souvent la personnalisation, parce que si tu achètes une montre, je sais pas, chez les Gronefeld ou Cary ou de Béthune, il y a souvent cette possibilité de travailler un peu la personnalisation à la marge. Voilà. J'en ai fait en fait mon cheval de bataille, c'est-à-dire c'est la personnalisation à l'extrême, et comme tous ces clients ont déjà en fait la connaissance de ces artisans de haut vol qui fabriquent des superbes montres, il faut que je leur propose la même chose. Donc par exemple, toutes les pierres que j'utilise dans mes pièces, elles viennent de chez Gros Unrip, qui sont la société allemande qui fournit toute l'industrie très haut de gamme pour les pierres horlogères. Ils sont en Allemagne à 1 heure de route d'ici.
Oui, parce qu'on est proche de la frontière allemande. On est à 5 minutes on est à 5 minutes de l'Allemagne. Ouais. Et donc, en fait, moi, je peux aller les voir. Leurs équipes parlent français, bien entendu, parce que leur marché principal est suisse, donc c'est assez génial. Tu nommais André Martinez, qui est un des rares micro-peintres sur cadran. Pour moi, je pense le meilleur à faire tous ces cadrans extrêmement raffinés, peints à la main. Alors moi, je vais lui demander souvent de l'hyperréalisme. Donc ça va être un faucon, on va quasiment pouvoir compter les plumes. Il y en a une sur le site, je crois. Il y en a une sur le site. Il y en a qui arrivent avec des chevaux. Une collection d'une dizaine de pièces avec un pur sang arabe qui est magnifique. Une panthère des neiges. J'ai un petit singe chinois aussi. Donc là, tu es vraiment sur de la peinture sur cadran. Mais de toute façon, la Lollipop, donc il a fait une montre qui s'intitulait Lollipop. On aurait vraiment dit une sucette. Une sucette. Le cadran était, moi, quand tu l'as présenté, j'ai fait, mais elle est dingue. Et le prix, je t'avoue que pour le coup, j'ai même trouvé presque ça pas excessif au regard finalement des prestations. Et du coup, ça m'amène peut-être justement une question. Comment se situe aujourd'hui Sartori Billard en termes de tarifs? En termes de prix, on va dire que les pièces vont commencer. Alors, j'ai parlé en TVA France avec la TVA française. Donc, on va commencer un petit peu en dessous des 5 000 €. Et on peut aller jusqu'à actuellement presque 20 000 € avec les plus hautes définitions sur l'SB05. Et demain, a priori, encore plus haut parce qu'il y a des grandes complications qui arrivent. Mais on va dire que pour une pièce entre 5 et 8 000 € TTC, vous pouvez avoir des très belles définitions, des très beaux matériaux, des cadrans guillochés, des cadrans en pierre ou des cadrans qui vont être peints à la main. Parce qu'en fait, ma marge, ça a été mon postulat depuis le départ, c'est-à-dire que je gagne mon argent sur les pièces que je vais faire, sur l'assemblage, sur toute la valeur ajoutée que je vais apporter. Mais quand je travaille avec un artisan, je fais une marge qui est quasiment ridicule. C'est voire même dans certains cas à l'euro. Parce qu'en fait, moi, je veux que mon client, il ait ça dans cette montre. Je discute avec l'artisan et moi, je vais presque pas intervenir. Par exemple, quand j'ai un cadran qui est peint à la main, la marge pour le client, elle est quasiment zéro. Enfin, je dois faire 10%, 15% de marge. Un peu d'assurance, un peu de transport, un truc comme ça. Techniquement, c'est rien, quoi. Techniquement, c'est rien. Parce qu'en fait, le cadran, il coûte tellement cher que moi, j'ai plus d'intérêt à ce que le client, il ait en fait un cadran peint dans la main, dans sa montre, sur le poignet, parce qu'il va pouvoir déjà montrer à d'autres personnes cet art qui est quand même très rare. C'était sur du métier d'art. C'est ça, on est sur du métier d'art. Et en fait, moi, je me dis, je peux faire ma marge ailleurs, c'est-à-dire sur l'assemblage, sur d'autres parties en fait du prix, mais je ne vais pas m'amuser à multiplier par 2 en fait un cadran peint que je vais acheter parfois 3 000 à 4 000 €. Parce que dans ces cas-là, j'aurai des facteurs multiplicateurs un peu fous, et tout de suite, la montre, elle va devenir... Alors, je sais que c'est une posture que moi, je tiens, qu'on me dit souvent être pas très business, mais a priori, j'ai un bon carnet de commandes, et ça se tient. Et surtout, j'ai cet intérêt personnel très fort à démocratiser le sur-mesure, parce que je veux que Sartori Billard soit la marque qui soit connue pour ça. Ouais, tu veux devenir une référence. Je veux être la référence du sur-mesure. C'est-à-dire qu'à un moment... Quand les collectionneurs ont découvert en fait et acheté des pièces avec toutes les autres marques, si un jour ils se disent je veux une montre sur mesure qui reflète ma personnalité, que je sois en fait l'option qui vienne directement. Qu'on pense naturellement à toi. Et finalement, c'est très intéressant ce que tu fais. Et puis je trouve que c'est bien aussi de permettre aux gens d'accéder à leur projet. C'est-à-dire quelqu'un qui te sollicite pour une montre, de lui dire je ne vais pas marger 3 ou 4 fois parce que tu as tel budget. Je vais essayer finalement de m'adapter à ton projet. Donc ça, c'est très bien. Puis ça fait de la communication indirecte auprès des autres, ça montre aussi ta montre, c'est ça qui est beau aussi. Puis ça sort des ateliers, ça c'est bien aussi. Parce que si on ne voit pas de Sartori Billard parce que tu ne fais pas ta marge, à un moment donné, il y a quand même un problème, donc ça bloque un peu. Il faut que ce soit profitable. Je gagne ma vie, j'habite dans une maison, je suis avec ma famille, les enfants vont à l'école, enfin, tu as une vie normale, on va dire. J'ai l'avantage de ne pas être dans l'œil du cyclone qu'est Genève. On en parlait tout à l'heure, où on a facilement la tête qui tourne avec les prix, les marges. Tu perds tes repères. On perd certains repères. Ici en Moselle, et a fortiori en France, on est un peu plus terre à terre sur les choses de l'horlogerie. Il ne faut pas perdre de vue que quand on dit à un client, ou quand on
Juste quand on parle autour de soi en disant qu'on a une montre qui coûte 6, 7 000 ou 10 000 euros au poignet, on fait déjà partie d'un... tu fais partie d'une classe un peu élite. D'un pourcentage qui est super, super faible. Donc si... et quand je vois que les très grandes marques avec des pouvoirs marketing hyper forts préemptent en fait les poignets quasiment ad vitam, quand vous avez une bagarre entre Omega et Rolex pour préempter un poignet, parce que ça va être la personne qui va porter uniquement cette référence-là durant toute sa vie, c'est plus intéressant de dire, mais attendez, il y a d'autres offres, et il y a des offres hyper qualitatives, très artisanales, et je suis convaincu que plus en fait l'éducation se fera sur l'horlogerie est un artisanat, l'artisanat se décline à travers des métiers d'art et des gens qui ont un savoir-faire de l'or entre les doigts à faire des choses, plus ça va être intéressant, parce que de toute façon, le marché, il est... J'aime toujours, quand je discute avec des clients ou des amis, mettre en fait en comparaison les volumes. Rolex, 1,5 million de pièces par an. Il se dit, et a priori, si on peut faire un calcul assez rapide sur les chiffres qui sont publics, que tous les indépendants réunis, c'est 15 000 pièces par an. Ok. Ouais. C'est un ratio qui est phénoménal. Vous prenez Journe, qui est quasiment le poids lourd des indépendants. Oui, François-Paul Journe, c'est un des plus connus en indépendant. Ouais. Il fait 1000 pièces par an. C'est-à-dire que... Et un Sartori Billard qui en fait 200, c'est rien. Enfin, moi, je suis une goutte d'eau. Donc, je préfère me dire, OK, je vais faire 200 clients par an, 200, 300, peut-être demain 500. Ceux qui viennent te voir, ils savent très bien pourquoi ils viennent pousser la porte de Sartori Billard. Mais pareil, pour ceux qui viennent chez François-Paul Journe, c'est aussi peut-être des gens, comme tu le dis, qui sont un petit peu fatigués ou qui ont enlevé les œillères, finalement, du matraquage commercial qu'on peut avoir, de ce qu'on voit en boutique, et de se dire, j'aimerais bien justement un peu autre chose. Un truc un peu différent. Ouais. Mais je vous invite clairement à aller voir l'Instagram d'Armand. Je le mettrai encore une fois en description. Les cadrans, c'est incroyable. Il y a vraiment une différence entre ce qu'on voit. Alors, il y a des styles, on va en parler quand même de quelques-unes. Tu nous en as sorti 4, 5 avec le proto que tu as au poignet. On va en parler aussi. Et il y a vraiment une différence entre ce qu'on voit en boutique, c'est-à-dire les montres qu'on a l'habitude de connaître, les taggers. Là, on a filmé une tag avec une augmentation de tarif. On arrive à 10K. Je te dis que c'est vrai qu'avec le recul, tu te dis, je préfère aujourd'hui, moi à titre perso, même si la montre est splendide, celle qu'on a filmée, ils ont fait une collab avec Porsche, je préfère aller chez un indé. C'est le but du jeu, quoi. C'est-à-dire que des indépendants, il y a peut-être une dizaine de marques qui font pas le même métier que moi, mais qui vont être dans la même gamme de prix, qui vont proposer en fait du sur-mesure et de la personnalisation de chaque pièce. Moi, j'essaye de pousser le truc au maximum. Là, j'ai 4 pièces en fait ici sur le plateau. Justement, tiens, si tu peux un peu nous les présenter puis nous en parler. Alors, je sais pas si, j'espère qu'on on va les passer. On va les passer. Donc ça, c'est une SB04 dont le cadran c'est ma spécialité. Donc c'est du titane bleui. Donc là, dans une finition de brossé circulaire. Donc ça, c'est une pièce dont je vais faire tout le cadran ici. Je vais le découper, je vais le cercler sur le tour, je vais en faire toutes les finitions. Et avec la particularité, c'est que je bleuis, ou j'oxyde le titane pour qu'il obtienne la couleur souhaitée. Donc ça peut être doré, ça peut être bordeaux, violet ou bleu avec plusieurs nuances. L'avantage du titane, c'est que on fait un oxyde sur le cadran et la couleur que tu perçois, et j'utilise le mot perçois et non pas vois, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de pigment. Mais c'est juste en fait une modification de la longueur d'onde de la lumière réfléchie qui fait que tu perçois un bleu dans ta rétine. C'est le même principe en fait qu'un arc-en-ciel, où la lumière est décomposée. C'est surtout que là, quand je la regarde, alors je ne sais pas si on le verra bien avec la caméra, je vous mettrai encore une fois des incrustations après un peu différentes, mais là je la vois bleue. Si je la mets de profil, je la vois violette. Parce qu'en fait, tu as ces interférences de lumière et avec quelle longueur d'onde en fait la lumière est réfléchie vers ta rétine, et donc tu vas percevoir des teintes différentes. Donc ça, c'est un modèle... avec un surchemin de fer, là, de ce que je vois. Ouais, voilà, avec donc les index, que j'appelle les index en découpe de façon breguet. À l'arrière, la montre, elle va être gravée. Ici, c'est pour un anniversaire. Et là, tu mets quel mécanisme dedans? Parce que je crois qu'il y a aussi un... Là, c'est la joue Perret. Moi, je travaille pour l'instant sur la SB04S, qui est le petit modèle en 37 mm pour une population qui a un poignet plus petit, 37 mm. C'est ça. Donc, c'est exactement la même, mais un tout petit peu plus petit en diamètre. La joue Perret, et sur la SB05, la joue Perret. Le G100? Ouais. Le nouveau? Ouais. Donc ça, super mouvement.
Ouais, non, mais en plus, un rapport qualité-prix franco-suisse, etc. Qui marche très bien, c'est quoi? C'est 68 heures, je crois, de réserve de marche? Oui, c'est ça, quasiment. Ouais. Un très très bon mouvement, parce que pour moi, je peux l'avoir à un prix qui est correct, mais j'ai jamais... Le prix est, encore une fois, pas vraiment la question, c'est plutôt la relation que je vais avoir avec le fabricant et ce qu'ils sont capables de faire pour moi. Et là, les modifications que j'ai demandées sur le mouvement, c'est d'avoir en fait un aiguillage très très haut. Parce que moi, j'ai les cadrans... tes cadrans et puis... Voilà. Moi, je peux avoir des cadrans qui sont très épais. Donc généralement, en fait, on va dire qu'un cadran, ça fait 3/10 d'épais, un cadran en métal étampé normal. Moi, je dépasse régulièrement le millimètre d'épaisseur sur les cadrans. Comment on appelle ça, un aiguillage qui soit plus haut. Okay. L'aiguillage est plus haut, donc en fait, je sache. Mais ça, c'est quelque chose que la Joopera est capable de m'offrir. Après, on a une très bonne relation humaine aussi, ça se passe très bien. Les mouvements sont de qualité. Et les mouvements sont donc là, juste sur ce modèle-là, qui est techniquement, alors ton modèle dit d'entrée de gamme, si on peut dire ça comme ça, tu es, juste ce que tu disais, en dessous de 5 000 un petit peu en dessous de 5 000 euros. Bon, après, ça sent, franchement, les finitions, même le bracelet, le cuir aussi, il est super agréable. Je travaille avec Scarlett, qui est un fabricant de bracelets parisien, qui me fait que des bracelets sur mesure. Donc là, j'ai 4 crocos, mais sinon, on peut avoir du veau, on peut avoir des alligators, des autruches, et surtout dans des dizaines de couleurs différentes. C'est pas des centaines. Tu as la petite boucle avec la finition, avec ton logo. Ouais. D'ailleurs, le logo, c'est quoi le lien? Parce qu'on en a... alors en fait, le lien, ce logo-là, il représente deux choses. Un S et un B mélangés de Sartori Billard. Ok. Et il représentait aussi la première forme de la SB01 qui avait une forme de boîte très particulière, qui était une espèce de volute comme ça. Mais c'est vrai que le travail de la boucle est important pour moi. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas souvent aussi sur des marques... c'est une finition, c'est important. C'est un peu comme, finalement, tu l'as aussi là, mais sur les autres montres, moi ce que j'aime bien, c'est que la couronne soit gravée. C'est une finition, l'appréhension est super bonne aussi, c'est important de le dire. Travail pour moi. Ouais, non, mais voilà, mais c'est comme tu dis, le diable se trouve dans le détail, mais finalement, c'est ce qui justifie. C'est ce qui justifie un prix et ce qui, quand le client vient pousse la porte de Sartori Billard pour travailler avec moi, il se dit « Ah, mais ça, c'est pas pareil, ça, c'est pas pareil. » Après, je vais travailler même, on parlait il y a quelques minutes off des packaging. Le packaging d'une Sartori Billard, c'est un étui qui est usiné dans un morceau de bois massif. C'est fait en France. La montre, elle est roulée dans une pochette en soie. Et en fait, l'étui en bois, on peut le réutiliser comme étant un plumier, parce que ça a la dimension pour mettre des stylos à l'intérieur. Et j'ai beaucoup de clients qui l'ont sur leur bureau pour remettre des crayons à l'intérieur. Et la pochette en soie, c'est une pochette de costume. Oui, donc c'est un espèce de truc. Tu vas un peu plus loin que l'accessoire horloger, quoi. C'est ça qui est intéressant. Il y a un truc qui est récurrent chez tous les collectionneurs de montres, c'est j'ai une armoire qui est pleine de boîtes, donc je fais rien. Il y a un moment, il faut écouter le message. Des fois, il faut en faire quelque chose, on est d'accord. C'est ça, c'est-à-dire que les marques qui continuent de faire des... Je vais citer personne, mais je vois parfois des marques très grand public où j'ai l'impression qu'il y a plus d'argent dans le packaging que dans la montre. Quand on ouvre une valise qui fait 15 kilos, qui fait 60 cm par 40, où il y a des lanières en cuir, où il y a des machins pour sortir une montre au milieu, il y a un moment, je me dis quand même, vous avez mis énormément de pognon dans la mallette. Un peu moins. Il faudra peut-être le mettre un peu dans la montre, parce qu'on va la porter, la montre. La mallette, un peu moins. On va la ranger. Mais ça, c'est un truc récurrent. Demandez à tous les collectionneurs, ils ont exactement... Moi, j'ai des photos drôles de gros collectionneurs. J'en ai un qui est en Allemagne, il m'a fait des photos de sa cave, où il y a des étagères en tôle, du sol au plafond. Il me fait « heureusement la tienne, je ne vais pas la mettre là-dedans. » Et je fais « c'est cool. C'est vraiment cool. » Donc, voilà, on fait des petits détails les uns après les autres. Donc là, du coup, deuxième de ta collection. Toujours en SB04. Ok. Qui est là un peu plus cher, il faut compter peut-être 1 millier d'euros de plus, mais il y a un niveau de finition qui est très différent. Moi, j'aime beaucoup cette pièce. Alors, celle-là, elle était faite pour un anniversaire. Celle-là, elle est faite pour célébrer la naissance d'un enfant. Et elle est créée autour du prénom de cet enfant qui parle un peu des étoiles et du soleil, des choses comme ça. Donc, il y a de la météorite, il y a de l'aventurine noire, il y a une trotteuse qui est en plaqué or. Et en fait, tous ces petits éléments ont été discutés avec le client pour raconter une histoire sur sa montre. C'est ça. Il racontera vraiment, voilà, c'est ma fille, elle est née là, elle s'appelle comme ci. Je vais garder ça confidentiel, mais il va pouvoir en fait discuter, expliquer, vivre en fait sa montre avec son souci de personnalisation ou de détail, et peut-être la léguer un jour ou la garder en se disant, voilà, elle est arrivée parce qu'à un moment,
Bah là, tu es sur un cadran météorite, et puis j'ai l'impression que tu as finalement un sous-chemin de fer aventurine, quoi. C'est ça. Tu as deux jeux de cadrans, enfin, elle est vraiment très très belle. Mais on sent qu'il y a un lien espace, étoile. Alors vachement, tu comprends vite l'histoire, quoi. C'est ça qui est bien. Très, très, très axé autour de la météorite, enfin de la conquête de l'espace. Donc météorite qui est teintée en noir, plus sombre qu'une météorite normale. Et l'aventurine noire qui est magnifique, des chiffres Breguet, des petits index, tous les chiffres impairs qui reprennent un design un peu plus en lance comme les aiguilles. Donc voilà, chaque petit détail est dessiné avec le client et choisi en conséquence. Une belle lisibilité. Alors sur celle-ci et sur la précédente, il n'y avait pas de Luminova, mais c'est aussi des points qu'on peut mettre sur les aiguilles. Oui, bien sûr. Oui. Les Luminova avec les couleurs particulières. J'ai fait une montre pour un collectionneur canadien où les chiffres sont remplacés par des petites soucoupes volantes avec du Luminova. Parce que son épouse fait des photographies, des photomontages. C'est une artiste connue qui fait des incrustations de soucoupes volantes dans des photos classiques. Et donc elle vit tout à fait autour de cet univers. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de limite. Je fais des pièces où je vais pouvoir marquer un prénom, mettre des initiales. La seule limite, ça va peut-être être la technique de ton sous-traitant. Il va peut-être te dire, ça c'est faisable. Alors, et tout ce qui est chiffres, aiguilles, etc., ça c'est des choses que je fais ici. Donc pour le coup, c'est moi qui vais dire, je vais découper beaucoup de pièces au laser, je vais les finir sur le tour, je vais les faire moi-même. Oui, il y a une finition que toi tu fais, c'est vrai. Ah bah là, la SB04, SB04S, je fais la majorité des pièces et j'assemble toutes les pièces ici. Donc là, je suis très en prise directe avec le client pour dire ça, je peux le faire, ça, j'ai un problème technique, ça va bien rendre, ça va moins bien rendre. Mais ça, ce sont d'autres collections. Juste le tarif sur une idée de personnalisation là, avec du double cadran, etc. Oui, c'est ce que tu disais, on rajoute à peu près 1 millier d'euros en plus. Ouais, mais on est vraiment sur de la perso, quoi. On est sur de la perso. Là, c'est la gamme SB05. Donc, on reconnaît avec un mouvement manuel avec double barillet. La montre doit avoir une autonomie d'à peu près 4 jours de marche. Le diamètre est plus petit. Donc là, elle existe en 37 et 40 mm. Là, elle va faire 38,5 mm de diamètre. Elle est plus fine. Elle fait 8 mm et demi d'épaisseur. Et pareil, sur la SB05, alors là, on peut pousser tous les curseurs encore un peu plus loin, parce qu'il y a un troisième cadran, il y a le cadran de la petite seconde. Donc là, on va pouvoir mélanger de la pierre avec du guilloché, avec des cadrans qui sont texturés laser. On va pouvoir tampographier. Alors les chiffres, là, ils ne sont pas découpés au laser, mais ils sont tampographiés sur un saphir. Il y a une plaque de saphir qui flotte au-dessus du cadran principal. Il faut la voir, hein. C'est pas... effectivement. Super, non, mais tu as l'impression que si tu regardes comme ça, tu te dis que c'est imprimé, mais tu la vois pas, quoi. C'est tampographié sur une plaque de saphir. Ça flotte au-dessus du cadran, ce qui me permet en fait d'avoir un cadran en dessous qui peut être hyper texturé, hyper travaillé, ou dans un matériau très fragile. Donc par-dessus, les chiffres en fait vont être posés, il ne va pas y avoir de problème de montage ou de casse ou d'impossibilité d'appliquer les numéros. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Et avec ces aiguilles très particulières qui sont en 2 morceaux, qui sont sculptées à la CNC, mais qui sont complètement polies, décorées à la main. On parlait tout à l'heure en fait de tous les prix qui sont affolants. La grande, on dirait une épée. C'est une épée. Je te coupe, mais on dirait une épée. L'inspiration, c'est le lance-passaille. Tu sens, elle te donne vraiment une sensation de précision. La lisibilité, c'est top. Et franchement, la minute, tu peux pas te dire, j'arrive pas à la lire, quoi. Non, c'est une lance. C'est-à-dire que les deux... Il faut imaginer qu'au milieu de l'aiguille, il y a comme une épine dorsale. Et en fait, 2 flancs qui sont concaves de part et d'autre de cette épine jusqu'au bord de l'aiguille. Avec les reflets, tu les vois effectivement. C'est taillé comme une lance. Et donc, en fait, il y a toujours un angle sur lequel la lumière va accrocher. Donc, quelle que soit, en fait, la lumière environnante, le positionnement de la montre, vous avez toujours, en fait, un côté de l'aiguille qui va accrocher la lumière. Et en fait, cette lance-là, elle est chassée dans la paume de l'aiguille, qui est pour le coup mate. Et donc, c'est aussi des aiguilles qui sont faites en 2 morceaux. Donc, c'est... En fait, c'est du travail, quoi. Non, mais tu es vraiment sur du détail et ce qui explique derrière... pour faire une aiguille. Là, sur ces montres-là, en termes de tarifs par rapport aux autres, donc on était à 5, on passe, on va dire, à 6, pour arrondir à peu près. Et là, tu doubles. On double. On est entre 12 000 ou jusqu'à 15 000 euros TTC. Et après, j'ai fait des pièces de cette série en SB05 qui peuvent monter jusqu'à 25 000 euros, 30 000 euros TTC. Je me rappelle une pièce. Mais selon les matériaux. Le cadran, c'était de l'or blanc qui était guilloché à la main, sur lequel on avait appliqué de l'émail. On était sur du métier d'art. Là, on était sur du métier d'art. Là, par contre, sur le mécanisme, tu bosses avec quoi? La Joux Perret. Toujours? Encore.
Et là, qui m'ont aussi fait un mouvement avec mes spécifications. Donc c'est la référence, alors je suis nul en référence, 73-80, je crois. Donc un mouvement extra plat, il fait 2,5 mm d'épais. Il a 2 barillet, donc il y a 4 jours de réserve de marche. Et le mouvement est décoré selon mes spécificités. C'est-à-dire avec le fond de la platine qui est circulé, qui est en couleur NAC, donc il y a un gris anthracite. Une partie qui va être grainée, et puis la possibilité de rajouter sur le mouvement en fait une petite plaquette qui va être gravée. Oui, il y en a une, il y a un message. C'est ça. Ouais. Chaque client va pouvoir la graver avec un nom, une date, une petite maxime qu'il apprécie. Voilà, on fait... De la personnalisation, ouais. Même jusqu'au bracelet, quoi. C'est-à-dire que le client va dire, va choisir l'intérieur et l'extérieur de la montre. Moi, je veux telle couleur, telle peau, tel type de couture, et même telle taille, jusqu'au millimètre, en disant, moi, je porte que des bracelets, parce que mon poignet, il fait ça, donc la taille, c'est 85, 110, ouais, même des tailles asymétriques ou un petit peu hors des chantiers battus. On va faire le bracelet pour lui, quoi. J'ai des clients, j'ai encore un client ce week-end qui m'appelle parce qu'il est un bracelet d'une autre marque, très connue. Il m'appelle, il me fait, tu me fais un bracelet parce qu'il n'est pas à la taille, quoi. Donc ouais. je leur fais un bracelet pour eux, quoi. C'est pas pour mes montres, mais c'est pas très grave, quoi. Oui, mais ça c'est du relationnel client. Ouais, et puis ils savent qu'ils peuvent trouver vraiment le bracelet sur mesure exactement à leur poignet parce que, bah voilà, il aime bien avoir la boucle ici et pas là, pas au milieu. Je sais pas, selon ses goûts, quoi. Là, la dernière que tu as au poignet, on peut en parler un petit peu, ouais, parce que ça, c'est le proto. SB07 proto. Donc la SB07, c'est une montre sportive qui se décline sur bracelet métal ou sur bracelet rubber. Comme celui-ci. Comme celui-là. On a fait 4 couleurs de rubber différentes, donc vert bouteille, noir, blanc, bleu et orange. Non, ça fait 5. Ça fait 5. Pièce en acier actuellement, demain en titane, elle fait 40 mm de diamètre, elle est toujours motorisée par le G100 de la Joux-Perret, mais dont là j'ai encore poussé plus loin la personnalisation avec cette masse. On voit qu'il y a une masse. Il y a une masse assez particulière. C'est la masse en fait. Elle est circulaire, mais on l'enlève. Elle est périphérique. Et surtout, oui, et puis surtout, en fait, la masse, elle est plus en acier, en fait, elle est en saphir. D'accord. Ah oui. Ok, par rapport à... Ah oui, ok, effectivement. Ça, c'est un truc qui n'est pas très fréquent. Oui, c'est spécial. Ouais. C'est pas vraiment utilisé. Alors, la personne qui a inventé ça, c'est un copain, dont le nom vous échappera peut-être, c'est Vianney Alter. Ça nous échappe pas, non. C'est un copain, Vianney? Oui. Parce qu'on aimerait bien aller le voir, Vianney. Donc, Vianney, si tu regardes la vidéo, on aimerait bien passer voir certaines de tes montres. Donc, c'est Vianney qui a créé ça il y a 25 ans. Mais j'ai une anecdote là-dessus, c'est très très drôle, parce qu'en fait, moi, j'ai jamais vu la Janvier, enfin, donc il a une de ses références qui s'appelle la Janvier. Et en fait, c'est tellement un oiseau rare, cette pièce, que la seule que j'ai vue, c'est en photo. Et la Janvier, en fait, elle a une masse périphérique, une masse de mouvement qui est en saphir, avec un balourd à l'extérieur. Et en toute honnêteté, je ne savais pas qu'il y avait ça. C'est invisible sur la montre parce que le fond est complètement transparent, je n'avais jamais utilisé une. Et donc je fais cette montre, je suis à Genève il y a 6 mois avec ce proto, je vois Vianney, je lui fais « Tiens, regarde ce que j'ai commis, c'est mon dernier machin. » Regarde, il explose de rire en disant « Dis donc, mon copain, t'as 25 ans de retard. » Je lui dis « De quoi tu parles ?» Il fait « Bah ça, c'est moi qui l'ai inventé. » Donc ça, c'est une histoire, parce qu'en fait, il avait déposé le brevet, un brevet, ça a 25 ans. Ouais. Il l'a, je crois, revendu, enfin, été utilisé par d'autres marques après, sous sa bénédiction ou sous licence. Mais c'est quand même assez drôle que moi, étant un admirateur, mais fou, du travail de Vianney Alter, je ne l'ai pas vu, et qu'on arrive un peu à ces genres de mêmes conclusions esthétiques. Mais voilà, c'est rigolo de proposer une montre dont le rotor est en saphir, et en fait, le saphir est appuyé en périphérie par un métal lourd qui est du tungstène, plus le décor qui est en titane, qui est une constante en fait qu'on retrouve sur ça. C'est ça. Donc ça, c'est aussi une pièce de personnalisation, c'est-à-dire que sur le mouvement normal, même sur la masse normale, je vais rajouter en fait un décor qui est en titane. Si le client le souhaite, je l'accorde en fait à la couleur du cadran. Il peut aussi décider d'autres couleurs. Et ça fait une pièce quand même avec un joli mouvement. Donc c'est une pièce qui est étanche à 100 mètres.
Oui, c'est ce que j'allais dire. On a pris là. Bon, on est sur du 5 atmosphères, hein, parce que c'est de l'adresse watch. Ouais, là, tu es sur de la montre sportive, donc tu es passé à 10. On est à 10 atmosphères. Mais tu n'es pas épais, hein. Tu n'es pas très épais non plus. Non, ça fait 10 mm d'épais. Ouais. Mais grâce au G100 aussi, qui est, je ne sais pas si c'est le même. Ouais, mais il fait 5 mm, mais c'est surtout, en fait, après, on va tout travailler pour que ça se soit au plus fin possible. On a toujours, en fait, ce système d'index qui sont appliqués sur la bague en saphir, mais un peu différemment, parce que les index, en fait, là, sont des... Alors, là, dans une définition avec des bâtons, on peut avoir les chiffres Breguet, les chiffres européens, les chiffres romains. Mais on retrouve la constante, cette constante esthétique et stylistique que tu as sur la montre, effectivement. Ouais. Avec à chaque fois, de modèle en modèle, essayer de pousser en fait les créneaux un peu plus loin. C'est-à-dire que là, les chiffres, en fait, ils sont en Super Luminova qui est moulé. C'est les Cadraniers de Genève qui font ça. Les Cadraniers de Genève, ça appartient à Journe, mais ils ont une branche en fait qui permet d'être sous-traitants en fait de leur savoir-faire. Ils ont un département, on va dire, de projets spéciaux, projets bizarres. Ouais. Donc ces index-là, ils sont moulés, et en fait, sur la bague en saphir, on a toute une partie, la tempographie, elle est aussi en Super Luminova. C'est-à-dire que quand on l'éclaire, tout le cadran s'allume, et les aiguilles, alors on en parlait tout à l'heure, tu voyais en fait les premières aiguilles de série, c'est ça, les aiguilles ajourées qui sont découpées, qui sont faites en France, aiguilles faites en France, donc découpées à la CNC, redécoupées au laser, elles arrivent à l'atelier, je fais les terminaisons. Ouais, il y a plein de sous-traitants donc, qui viennent travailler sur cette montre, et l'assemblage de cette montre, il va être fait par Manufactor aussi, dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Donc ça, si vous voulez voir les sous-traitants, tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu es en train de mettre un petit peu tes vidéos. Ouais. Et du coup, il y a une vidéo sur le sous-traitant avec lequel justement tu travailles pour l'assemblage. Ouais. C'est un sous-traitant de très haut vol qui est spécialisé dans les terminaisons, les anglages, des tourbillons, des squelettes, des choses comme ça. Et ils ont une équipe d'horlogers, et donc ils vont s'occuper de l'assemblage de cette pièce. Donc je vais faire les cadrans ici, on va en faire en Allemagne, on va en faire chez Comblemine bien entendu. Ça passe au contrôle ici, et après ça passe chez eux pour faire l'assemblage. En tout cas, ce que j'aime bien en plus sur cette montre-là, c'est le bracelet. Ouais. Le système de fermeture, il est, je ne vais pas dire qu'il est violent, mais tu te dis, c'est serein. C'est vachement agréable. Alors c'est pas un bracelet que... Alors, en fait, il est fait par Deluxe, qui est une marque qui commence à être connue, qui est singapourienne. Donc il faut toujours une exception à la règle, mais c'est une marque qui a explosé sur les 2 ou 3 dernières années pour faire des bracelets sur mesure, en cuir. Des gars qui ont tout compris en fait à la problématique en fait, des collectionneurs de haut vol sur l'horlogerie, donc à faire des bracelets en cuir top, et à énormément communiquer sur les réseaux sociaux. Donc ils ont aujourd'hui une communauté qui est incroyable. Des produits d'une très grande qualité, même si je ne fais pas les bracelets en cuir chez eux, parce que je préfère faire travailler des artisans français pour le coup. On a des très belles tanneries, on a tout ce qu'il faut. Pour ce qui est de bracelets donc, qui sont en rubber, comme ça, il y a du moulage, donc c'est de l'industrie. Ils en font, donc ils appellent ça les CTS, c'est leur collection Cut to Size, parce que c'est un bracelet, voilà, c'est ça, qui vient, en fait il est plus long d'origine, et vous mesurez, en fait, quand le bracelet arrive, vous mesurez quelle est la taille de votre poignet, et vous coupez, en fait, exactement comme vous voulez, et après, vous le montez sur cette boucle. Donc, c'est eux qui me fournissent tout, et on l'assemble à l'atelier. Alors, cette montre-là, aussi, une petite particularité, c'est que il y a une petite participation au Grand Prix d'horlogerie de Genève. Donc, au GPHG, on peut en parler un petit peu. Ouais, donc en fait, elle est présentée, elle a été soumise avec une autre définition de cadran, donc un mélange de lapis et de météorites au Grand Prix d'horlogerie de Genève. Et ben, on attend les résultats, on croise les doigts. Alors ça peut intéresser pas mal de monde, et moi c'était une question que je voulais te poser, du coup, c'est donc là, moi je t'ai vu sur la liste et je t'ai félicité quand j'ai vu que tu étais apparu, je me dis ça c'est cool. Donc là il y a le dernier schéma pour savoir si tu es dans le lot des 6, donc écoute, bonne chance, on croise les doigts. Mais par contre, est-ce que tu peux nous dire un petit peu finalement quel est le process pour accéder au GPHG? Comment fonctionne la sélection? Est-ce que c'est toi qui en fais la demande? Enfin, j'ai pas vraiment cherché, du coup je me suis dit tiens, je vais peut-être poser la question à Armand. Ouais, elle est à double sens en fait, la demande de participation au Grand Prix d'horlogerie de Genève. Soit vous pouvez vous-même, en tant qu'horloger, soumettre une montre et dire bah voilà, moi je voudrais présenter cette montre-là au concours cette année-là. Ou alors vous pouvez être proposé par des membres en fait de l'académie.
Okay. Alors, je suis moi-même membre de l'académie, on est 600, hein, fait partie de l'académie du Grand Prix Horlogerie de Genève. Il y a par contre un pool qui est beaucoup plus restreint de quelques dizaines de personnes qui sont les votants sur l'étape terminale. Mais sur la première sélection, on a aussi rôle en tant que membre de l'académie à proposer en fait des créations horlogères. Parce que, bien entendu, on est au courant de tel indépendant, tel gars qui fait ça là, et on se dit, tiens, la montre, elle mériterait en fait d'être au Grand Prix de Genève. Donc on va la soumettre. Pour renouveler un peu aussi. Pour renouveler un peu, apporter en fait des gens qui sont inconnus, et puis au fur et à mesure, étouffer un peu le pool d'horlogers qui participent à ça. Et cet accès, du coup, c'est quelque chose qui est gratuit. Par exemple, toi, tu es donc membre. Non, on paye quelques centaines d'euros quand on est dans la première phase. Donc même si toi tu cooptes quelqu'un pour dire tiens j'aimerais, je vous conseille de présenter peut-être cette montre-là, le fait d'être coopté par un membre de l'académie, c'est quand même quelque chose que la marque doit payer ensuite pour participer? Alors pas au premier, en fait la présentation, la décision de participation au Grand Prix d'horlogerie de Genève, elle est gratuite, on présente le dossier, mais si en fait le Grand Prix d'horlogerie de Genève dit voilà vous êtes dans le premier pool, dans le premier batch, donc il te sélectionne une petite trentaine de pièces par catégorie. Oui. Alors, ce qui est beaucoup moins que la totalité des montres qui sont soumises au Grand Prix. Ouais. Et ben en fait, on va participer à hauteur de quelques centaines de francs, enfin d'euros, pour participer aux frais qui sont la logistique, les réceptions. Ils ont aussi cette exposition qui va tourner avec toutes les montres. Oui, tu fais un tour mondial quand même. Bon, ça donne une visibilité médiatique aussi pour la marque. Visibilité. C'est vraiment les Oscars de l'horlogerie. Donc on te présente, on te dit en gros, tu es sélectionné. Ouais. Et du coup, si vous voulez participer, il faut payer. Voilà, votre inscription, c'est 300, 400, 500 balles. Ouais, un peu plus, mais dans ces eaux-là. Et du coup, tu es sélectionné. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Après, il y a un jury enfin, tous les membres de l'académie vont voter par sélection. C'est-à-dire sur les 30, par exemple, si on prend les montres sport masculines, il y a une trentaine de pièces qui sont présentées. On doit en sélectionner 6 de mémoire. Non, peut-être un peu plus. C'est une bonne question. Parce que 6 c'est à la fin, mais bon, il reste peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus, une douzaine, je ne sais plus exactement. Donc on va en sélectionner en fait un certain nombre. Et en fait, les 6 meilleures d'entre elles, donc celles qui ont été choisies le plus souvent de fois parmi tous les membres de l'académie, accèdent en fait à la finale. Et là, on paye plusieurs milliers d'euros pour participer à ça. Mais ce qui va couvrir leurs frais de fonctionnement, l'exposition itinérante à travers le monde, l'exposition médiatique, toute la réception qui a lieu en fin d'année, où c'est aussi un endroit de rencontre incroyable entre les gens de l'industrie. Donc voilà, c'est pour moi, et pour beaucoup de gens dans l'industrie horlogère, le meilleur des concours actuellement. Ouais. Oui, puis la reconnaissance que tu peux avoir si tu obtiens un prix, la visibilité que ça te donne, etc. Ouais, mais en soi, tu vois, moi je ne savais pas qu'en fait, j'avais une petite idée, mais je ne m'imaginais pas que finalement un GPHG, quelqu'un qui obtient un prix et qui a payé tous ces frais-là, peut s'en sortir finalement quasiment habillé ça doit être entre 5 et 10, je crois, de ce que j'avais. C'est ça, oui, bah, malheureusement dans l'horlogerie et en Suisse, il faut participer financièrement à beaucoup d'efforts. On comprend du coup peut-être aussi pourquoi certains indépendants n'y sont pas, ou freinent des fois, parce que ça peut rester aussi des frais, même si tu peux les répercuter, j'ai envie de dire, sur ce que ça va t'apporter le prix. C'est ça en fait. Des fois tu te dis ça peut peut-être limiter... Vous savez, malheureusement, dans l'horlogerie, on compte malheureusement plusieurs fois par an les moments où on perd plusieurs milliers d'euros. C'est-à-dire que c'est difficile de faire des pièces. Et en fait, on est obligé de passer par la case prototypage, faire des pièces. On fait appel à des gens qui ont des compétences rares, où le taux horaire des machines coûte une fortune. Ouais. Et donc, en fait, quand vous dites, quand vous créez un nouveau modèle en partant de zéro, comme la SB07, donc quasiment tous les composants de la boîte, du cadran, etc., tout ça, ça va être fabriqué en Suisse, les factures s'empilent très vite, et elles sont toujours en dizaines de milliers d'euros. Juste pour le prototypage. Juste pour le prototypage. C'est-à-dire que le jour où vous avez un design de boîte, mais c'est parce que c'est la Suisse aussi, leur capacité, leur savoir-faire, leur excellence, mais vous avez fait le design de la boîte et vous voulez refaire, contrôler en fait toutes les tolérances, tout le dessin technique de la boîte, puis après faire 3-5 pièces de prototypage, c'est dans les petites dizaines de milliers d'euros. Faire une série de cadres en test, pareil. Faire des aiguilles, enfin,
Non, mais ce qui est intéressant, et du coup, ça permet aussi de comprendre des fois pourquoi certaines entreprises vont créer un nouveau produit. Et en fait, tu retrouves vraiment des cotes de l'ancienne génération, parce que s'ils prennent trop de risques et qu'ils créent une rupture, leur clientèle ne vient pas. Quand tu sais derrière, effectivement, l'investissement financier qui a été envoyé, tu te dis, mais il y a ça, c'est-à-dire que c'est une grosse crainte. Il y a des craintes, il y a des freins, il y a l'envie de faire des choses qui vont plaire au plus grand nombre, donc il faut rester conservateur, être un peu innovant. Donc après, chacun va mettre le curseur, c'est-à-dire il y a des marques qui vont vraiment faire de la rupture et de l'innovation à fond. Il y en a qui sont au contraire dans une constante depuis 150 ans. Ils font bouger une couleur 3/10 de millimètre parce qu'ils y vont très très lentement. Chacun voit un peu midi à sa porte. Mais il y a une chose est sûre, c'est que quand vous travaillez dans l'horlogerie, c'est de l'excellence, c'est de la micromécanique, c'est de la finition. On parlait tout à l'heure des aiguilles. J'ai payé et je n'utiliserai pas un lot de 200 aiguilles qui ont été usinées, mais pas... pas dans les standards que tu attendais. Pas dans les standards. Donc en fait, j'en ferai rien. Donc, mais ça s'est perdu. Et ça s'est perdu. Et c'était 12 000 francs. Ok, ça fait chier. Ouais, Dit comme ça, ça fait super mal. Mais rien de choquant. C'est rien de nouveau sous le soleil. C'est très choquant vu de l'extérieur. On va se dire, mais c'est dingue, c'est comme ça. Mais vous parlez à n'importe qui de l'industrie, c'est un truc qu'on apprend un peu violemment au fur et à mesure des années, surtout quand on est indépendant, surtout quand on est une petite boîte, qu'on travaille seul et qu'on travaille en Suisse ou en Europe. Ça a des coûts. Je ne rentre pas dans le débat de dire le coût de la main-d'œuvre, le coût de la machine, le coût des impôts qui se remet dans les prix, etc. C'est comme ça. Et ce sont des produits d'excellence. Donc en fait, l'excellence coûte cher. C'est-à-dire que moi, je compte même plus le nombre de cadrans à 500 ou 1000 euros que j'ai pas utilisés, que j'ai cassés ou maltraités. Et voilà, c'est ça. Les cadrans en titane, les guillochets de titane, tous les cadrans en titane que j'ai fait ici, j'en ai un cimetière, quoi. C'est comme ça. Bon, en tout cas, je te remercie pour cette transparence parce que là, c'est quand même des chiffres qui sont assez importants et c'est super intéressant. J'espère, vous, de votre côté, de l'écran, que vous avez apprécié cet échange avec Armand, qu'on en a pris quand même un peu plus sur Sartori Bilar. Et puis, c'est un vrai plaisir. Ce que je te propose, c'est quand il y a les petites nouveautés qui arrivent, qu'on a pu entrepercevoir, on peut se faire une petite... je viendrai à Metz présenter ces pièces-là. J'aurai des très belles nouveautés d'ici la fin de l'année, de la haute horlogerie. Ouais. Donc, je viendrai vous les présenter. J'aurai des prototypes. Fin novembre, voilà, exactement. Logiquement, si en croisant les doigts et tout va bien, je pourrais voyager avec un prototype à la Dubai Watch Week, qui est... ça, c'est fin d'année, ça. Fin novembre, 15 novembre, 20 novembre, quelque chose comme ça. C'est sur la fin d'année, ouais. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Singapour fin octobre, où je présenterai la SB04, SB04S en 37 mm, la SB07, et donc les nouvelles références qui s'appellent SB06. En fin d'année, je l'aurai pour la Dubai Watch Week. En tout cas, il y a du très très lourd qui arrive, c'est super beau. Je vous invite du coup à aller suivre Armand sur Instagram. Merci. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci Julien, c'était une très belle interview. Ce grand monsieur est très disponible et je te remercie beaucoup pour ta gentillesse. C'était une belle journée. Merci. À tout le monde, à bientôt, salut.